Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 14 d'Endorphine, le premier épisode post-marathon de Paris, une semaine qui a été assez folle pour moi, j'ai hâte de vous en parler, mais aujourd'hui, le thème de ce podcast, ça va être la récup après une course. Évidemment, la récup après marathon, parce qu'elle concerne énormément de monde, il y a eu 54 000 finishers au marathon de Paris, mais pas que, on va parler un petit peu du 10K et du semi, parce que là aussi, il y a besoin de récup. Et on va extrapoler sur des sujets qui correspondent à tout le monde, que vous ayez couru le marathon de Paris ou pas. Mais avant ça, j'ai envie de vous parler un petit peu de mon expérience de ces derniers jours, car elle a été riche d'enseignements. En tout cas, pour moi, là je suis clairement encore shooté aux émotions du marathon de Paris. On est mardi soir et ça a été une semaine de dingue. Moi je suis arrivé dès le mardi, j'ai eu des événements toute la semaine et c'est extrêmement passionnant de voir que la course à pied peut être une fête comme ça pendant une semaine. On aime, on n'aime pas parce qu'il y a énormément de choses. On est dans le trop, mais je préfère voir ça que de ne pas voir assez d'événements, de ne pas voir d'engouement. Là, il y avait de l'engouement dans tous les sens et c'était très très cool. J'ai adoré ça. J'ai vu énormément de créateurs de contenu. Il y a toutes les marques quasiment qui se promènent cette semaine-là. C'est pour ça que l'événement du salon du running, il n'y a pas que des coureurs qui viennent. Il y a eu plus de 100 000 personnes qui sont passées sur l'événement. On y était avec Campus. On a pris une dose de bienveillance énorme. C'était très très cool. Et bravo à tous ceux qui ont fini ce marathon. Merci à tous ceux qui sont passés nous voir sur le stand. J'espère que vous avez pu avoir un petit mot avec quelqu'un de l'équipe, avec moi, avec Tristan. On a essayé de donner le max pendant ces 3 jours, même si c'est pas facile. C'est coûteux en énergie, je vous le dis. Mais on essaye de s'améliorer chaque année là-dessus. Et moi, en tout cas, je suis très content de mon expérience. J'ai pu pas mal partager avec l'équipe Campus, avec nos pacers, nos animateurs, nos leaders de groupes locaux. Je crois qu'il y a une vingtaine de groupes maintenant qui sont créés en France. Donc, il y en a peut-être un dans votre ville si ça vous intéresse. Et c'est important pour nous de faire ça parce qu'on travaille 100% à distance. Je le rappelle, là, pour ceux qui ne le savent pas, sur Campus, il n'y a pas de bureau. On est tous, chacun dans notre coin. Et ça fait du bien de pouvoir profiter de ce genre de moment pour connecter ensemble avec vous et vraiment de se rendre compte qu'on va dans la bonne direction parce que les retours que vous nous avez faits, ils sont très cool et ça montre que tout ce qu'on... En fait, les questions que vous nous avez amenées, bien souvent, c'est des choses qui sont apparues dans la version 2 de Campus ou des choses qui vont apparaître dans pas longtemps. Version 2 de Campus, qu'est-ce que j'ai mentionné là ? Bah oui, petite news avant d'aller plus loin. Campus, vous le savez, c'est la plateforme que j'ai créée et qui permet à plus de 200 000 coureurs de progresser au quotidien. Et il y en avait plus de 5 000 qui sont préparés avec Campus au marathon de Paris. Et fin mars, Campus est passé à la vitesse supérieure. On a lancé une nouvelle version avec une expérience encore plus personnalisée pour chaque coureur et une application sur iOS et sur Android pour rendre l'expérience encore plus complète. Donc, rien n'a changé. Les plans débutants 12 semaines sont toujours... Les plans débutants et les plans 12 semaines sont toujours gratuits. Donc, vous pouvez préparer un marathon en 12 semaines avec Campus si vous le voulez. Maintenant, pour ceux qui veulent tester l'entraînement individualisé aux petits oignons, allez-y avec le code RunningAddict. Ça vous fera le premier mois gratuit. Ça ne vous coûtera rien du tout. Et vous pourrez voir tout le beau travail que l'équipe a fait. Je ne vais pas aller plus loin sur cette équipe de fous qu'on a. Mais je suis très heureux de travailler pour Campus et d'avoir recruté ces personnes. Franchement, c'est un kiff au quotidien. Voilà, maintenant, on va reparler un petit peu de l'intensité de ce week-end. J'ai parlé de la semaine, mais le week-end en lui-même, ultra intense. On en revient tous bien fatigués. Et moi, je me suis rajouté un petit peu de course à pied dans tout ça parce que sinon, c'était pas drôle. L'année dernière, j'ai fait un marathon pendant le week-end et je disais que ça faisait beaucoup de fatigue. Et bien là, ce week-end, j'ai couru 57 km. Et oui, j'ai couru le samedi pour accompagner Marine Leleu dans sa séance. Trop sympa, on n'avait jamais eu l'occasion de se croiser pendant aussi longtemps et du coup c'est bien, ça permet, la course à pied, ça permet de discuter, de prendre le temps et c'était très cool. Donc oui, j'ai fait un petit 26 km dès le samedi qui n'était pas prévu, mais je suis bien content de l'avoir fait. Et le dimanche, j'avais encore les jambes. Donc je me suis fait une bonne partie, on va dire, du parcours du marathon, 31 km au total pour suivre les coureurs, encourager, et filmer un petit peu, même beaucoup au final, parce que y a 2 vidéos qui vont sortir sur ce marathon de Paris.
Est-ce que je vous les tease aujourd'hui? Bon, je bois un petit verre d'eau déjà, rapido. Oui, je vous les tease. Il va y avoir 2 vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines. On ne se pressera pas pour les sortir. On prendra le temps qu'il faut pour qu'elles soient quali parce que j'ai hâte de les voir. La première, eh bien, si vous avez suivi, on avait lancé le Mentor Programme by Campus en janvier. On a suivi 3 filles, Ariane, Caro, Manon, dans la prépa de ce marathon de Paris. Pour 2 d'entre elles, c'était le premier marathon. Pour Ariane, c'était le 3e. Et on a suivi leur prépa, on a suivi leur course et on va vous faire un petit retour sur tout ça. Je sais que vous m'avez pas mal demandé de parler de coureurs amateurs, de coureurs comme vous. Eh bien, on y est, on va être en plein dedans là-dessus et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et la deuxième vidéo, on est aussi sur un amateur, mais un amateur un petit peu spécial puisqu'il s'appelle Jean-Samuel et il a couru le marathon de Paris en tenue de pompier. Donc en tenue de pompier, pas juste la combinaison, ce qui est déjà énorme parce que c'est comme courir dans un sauna au final. Je prends ces mots, mais il a aussi couru avec le casque et avec la bonbonne dans le dos. Donc voilà, c'était un sacré défi. On l'a rencontré avant la course pour en parler et on l'a suivi toute la journée hier. Donc là aussi, on va avoir du beau contenu à découvrir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, parce qu'on prendra le temps qu'il faut, comme je le disais, pour faire une belle vidéo. Voilà, maintenant, c'est l'heure de récupérer du marathon de Paris pour moi et pour tous ceux qui l'ont couru. J'imagine que vous êtes beaucoup à l'avoir couru puisque vous avez été pas mal à me dire avoir écouté le podcast de la semaine dernière avec les derniers conseils, que ça vous a servi. Donc on va essayer de faire la même chose aujourd'hui sur la récup pour ne pas se tromper. Parce que la récup post-marathon et post-course en général, c'est quelque chose de très important si on veut revenir au top sur sa prochaine prépa. Vous allez comprendre pourquoi. Petite anecdote, aujourd'hui c'est mon anniversaire, on est en fin de journée et il fait beau dehors, je dois toujours aller courir, et peut-être que j'irai courir de nuit, non parce qu'on est au printemps et que ça va durer le soleil, je me trompe, mais j'ai hésité à enregistrer ce podcast et je me suis dit, non en fait, parce que j'aime bien ça, je suis content de pouvoir faire ça, d'être avec vous et de me dire que vous allez avoir ces petits conseils pour votre récup de marathon. Donc voilà, ça me fait plaisir d'être avec vous, même un jour d'anniversaire, il n'y a pas de pause là-dessus parce que quand on prend du plaisir, c'est pas du travail. Sommaire de cet épisode sur la récup. D'abord, on va parler de pourquoi on doit récupérer. On va venir à la base, évidemment, et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi on doit récupérer après une course, à quoi ça sert. On va aussi passer par quels sont les différents types de fatigue que va générer un marathon en particulier, parce qu'il y a une fatigue beaucoup plus importante, vous allez comprendre, sur un marathon que sur d'autres courses. Il y a des facteurs qui sont très différents. On va aussi parler de reculer pour mieux sauter. Voilà, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et le marathon en particulier est une distance où il faut pas mal reculer, mais c'est pas grave. Et je vais aussi vous expliquer concrètement qu'est-ce qu'on fait pour récupérer d'un marathon, c'est quoi les semaines qui suivent, comment on s'entraîne, comment on reprend, qu'est-ce qu'on fait concrètement, voilà, tout simplement. Et je vais aussi vous expliquer que c'est la bonne période pour analyser et surtout relativiser avant de partir sur une prochaine prépa. Potentiellement, il faut le faire avant d'être reparti et d'oublier tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé sur ce marathon. Car la mémoire est très sélective et il y a des infos qui s'effacent très vite. Donc, son analyse, son feedback de course, il faut le faire avant qu'on ait oublié toutes ces informations. Et enfin, tout au long de ce podcast, je vais prendre les questions que vous m'avez posées sur Insta au fur et à mesure. Je vous ai demandé hier quelles étaient vos questions sur le sujet. J'en ai eu tout un tas. J'ai essayé de prendre la majorité des sujets et j'espère que si vous avez posé une question, vous êtes là pour écouter. On est parti tout de suite sur le premier sujet, comprendre pourquoi on doit récupérer après une course. Évidemment, vous vous en doutez, vous le savez qu'il faut prendre le temps de récupérer après une course, mais quelle en est la raison ? Alors déjà, il y a une petite règle en termes de combien de temps il faut récupérer après une course. Je trouve que souvent, le temps de récup, il est proportionnel à l'affûtage qu'on va avoir fait. Donc, vous le savez,
si vous écoutez régulièrement, sur un 10 km, c'est simple. On va prendre quelques jours pour s'affûter avant une course. 4, 5 jours, c'est pas rare qu'on ait une séance qui soit encore intense le mardi avant un 10 km. Eh bien, c'est la même chose après un 10 km. On va avoir besoin de 3, 4, 5 jours easy, mais on peut facilement être reparti à 100% le week-end d'après. C'est pour ça que le 10 km, souvent, ça permet d'enchaîner. On peut en faire 2 week-ends de suite, voire pour certains 3 week-ends de suite. Ça permet parfois d'utiliser plus longtemps un pic de forme. Un pic de forme, on va l'utiliser une fois sur le marathon. Sur un 10 km, on peut l'utiliser pendant plusieurs semaines et essayer d'aller maximiser son chrono. Donc, sur le semi, c'est une autre histoire. C'est un petit peu plus long quand même la récup, mais en vrai, ça dépend de vous. Moi, je dis qu'il faut une petite semaine pour récupérer d'un semi, entre 7 et 10 jours avant de repartir vraiment à l'entraînement. Mais ça dépend. Aujourd'hui, je vais prendre une semaine sans sourciller, mais si je vous raconte mes premiers semis, autant vous dire que j'étais pas du tout sur une semaine, j'étais sur plus que ça, parce qu'en fait, mes premiers semis, ça ressemble à ma récup des marathons aujourd'hui. J'ai des images du semi de New York en 2016, 2017, je sais plus. Bref, quand je passe 1h17, qui était un chrono génial pour moi, mais je descendais les marches en marche arrière, comme après un marathon. Donc musculairement, j'étais détruit après un semi à l'époque. Déjà, ça vous montrait un petit peu que sur le marathon, évidemment, le facteur musculaire, il risquait d'être limitant. Mais ce que ça montre, c'est qu'un semi, c'est pas forcément... c'est beaucoup, c'est long. Et selon le profil que vous avez, selon votre facteur limitant, eh bien, ça va pouvoir être une course qu'il ne faut pas négliger en termes de récup. Donc, grosso modo, ce qu'on en retient, c'est que les règles de la récup, elles sont pas fixes. Elles dépendent de votre corps et il faut l'écouter. Voilà, ça de base. De toute manière, il faut toujours écouter son corps. Et si on a un doute, vous allez voir qu'il faut prendre plus que ce qu'on imagine. Maintenant, si on parle du marathon, parce que ça concerne beaucoup d'entre vous aujourd'hui, eh bien le marathon, c'est pas une course comme les autres. Il ne faut surtout pas sous-estimer la récup après marathon, car c'est une distance qui fatigue beaucoup plus que les autres. Quand on finit un marathon, on est dans un état de fatigue extrême. On a poussé tous les curseurs au maximum. Il n'y a pas un curseur de notre corps qui n'est pas dans une fatigue extrême. Donc, généralement, on la sent, cette fatigue. Mais il faut se dire que le simple fait d'avoir l'impression de ne plus la sentir, c'est pas suffisant pour penser qu'on peut se réentraîner normalement. Il faut prendre son temps pour une bonne récupération après le marathon. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Et pour ça, il y a des petites questions qui m'ont été posées et qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin là-dessus. D'abord, on a Alexia qui dit « Comment savoir quand reprendre ?» Eh bien, je réitère, c'est volontaire, je viens de le dire, mais la règle, c'est de prendre son temps et savoir quand reprendre, c'est attendre plus que ce que l'on imagine. Quand on pense que c'est le moment de reprendre, souvent, il faut se laisser quelques jours en plus. Et ça me permet d'enchaîner aussi sur la question de Gaspard qui dit « J'ai pas envie d'arrêter, je suis motivé comme jamais ». Oui, c'est totalement normal. Au lendemain du marathon, les hormones sont au top. J'imagine que tu as fait un bon temps, un bon chrono, que tu as atteint ton objectif. Et dans ce cas-là, on est boosté aux hormones, mais ça va redescendre. Donc, ne surtout pas aller recourir le lendemain juste parce qu'on a les hormones qui nous portent. Il faut prendre le temps, on attend, t'inquiète pas. La question de Bitclou vient répondre à ça puisqu'il dit « Est-ce qu'on doit replanifier rapidement un nouvel objectif pour éviter le marathon blues ?» Voilà, ça répond directement Gaspard, t'inquiète pas, le marathon blues, il va vite prendre le relais des hormones qui donnent envie de faire tout et n'importe quoi juste après le marathon. Même si moi, j'ai pas vraiment envie d'aller recourir le lendemain du marathon parce que je suis juste cramé. Mais bon, je sais que ça arrive aussi ce genre de cas. Encore une fois, chacun est différent et du coup, penser à son prochain objectif, en effet, c'est une très bonne chose. C'est le meilleur moment pour le faire. Et moi, en général, c'est après une course que je pense à la course d'après. C'est rare que je planifie très longtemps à l'avance.
à part quand on n'a pas le choix et qu'on veut faire certaines courses qui se réservent 1 an à l'avance. Mais sinon, j'aime bien attendre mon post-marathon pour me dire, alors, concrètement, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Parce que ça peut permettre d'éviter d'être déjà inscrit à une course et d'avoir, par exemple, replanifié un marathon et de se dire « Ah, finalement, j'avais pas spécialement envie de refaire un marathon, j'aurais plutôt eu envie de faire autre chose » et d'être coincé. Donc, quand on est littéralement dans sa semaine post-marathon, on sait ce qu'on a envie de faire. On sait si on a envie de retourner sur une prépa marathon ou plutôt d'aller chercher du plus court pour faire de la vitesse ou d'aller chercher autre chose, du trail par exemple, pour aller varier un peu. C'est vraiment le moment où on commence à avoir les idées claires là-dessus. Donc, utilisez ça pour penser. De toute façon, vous allez avoir le temps, vous n'allez plus vous entraîner. Vous allez le voir quand on va revenir sur le comment on reprend. Et du coup, c'est l'idéal pour ne pas partir en dépression, en effet. Maintenant, il y a différents types de fatigue sur le marathon. Évidemment, il y a la fatigue physique. Ça, c'est assez classique, vous allez vite le comprendre. La fatigue musculaire, vous le sentez. Les fibres musculaires, elles sont fatiguées. Elles sont même abîmées au final. Vous allez avoir des douleurs qui vont pouvoir durer entre 2-3 jours pour ceux qui ont vraiment de la chance et 1 semaine, voire 10 jours pour ceux comme moi qui ont vraiment une faiblesse musculaire. Et Louise posait la question, est-ce que c'est normal d'avoir mal partout au lendemain du marathon ? Oui. Moi, j'ai l'habitude de dire que je suis une courbature géante. J'ai pas un muscle, je pense, qui n'a pas mal, de ma voûte plantaire jusque dans mes trapèzes et mes abdos. Tout est courbaturé. C'est comme ça. Au final, il faut aussi se dire que plus ça dure longtemps, moins on peut parler de courbature. Au final, les muscles sont vraiment abîmés après un marathon. On a les fibres musculaires qui sont cassées et ça me permet de répondre à une question qui était plus bas, qui est ici, je ne sais plus où, mais oui, on n'a pas que des courbatures après un marathon, on peut avoir les muscles qui sont déchirés et est-ce qu'on peut accélérer la récup ? Non, quand on a vraiment les fibres musculaires cassées comme ça, il faut juste attendre. La méthode principale, c'est de laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Il n'y a pas d'autre méthode. Il va tranquillement réparer et vous allez juste attendre qu'il le fasse. Vous inquiétez pas, le corps, il est bien armé pour faire ça. Il va savoir quoi faire et du coup, vous allez revenir en pleine forme si vous lui laissez le temps de faire son travail. Est-ce que vous pouvez l'aider à quelque chose, notamment en mangeant plus de protéines, comme on me l'a demandé ? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Alors évidemment, tout dépend de ce qu'on veut dire par plein de protéines, mais oui, c'est une bonne idée. Jusqu'à 2 grammes par kilo de poids de corps et par jour, on est dans on va dire entre 1,5 et 2 grammes. C'est quelque chose qui va aider parce que la protéine va permettre de resynthétiser le muscle, de le réparer et du coup, c'est bien d'apporter des protéines pour pouvoir aider le corps à le faire. Et Mehdi qui demandait quels aliments privilégier, et dans le même... on a les protéines évidemment, donc on vient d'en parler, mais il faut aussi essayer de manger alcalin, antioxydant, bref, bouffer des fruits et légumes, ça ne pourra qu'aider à votre récup. Évidemment, ce n'est pas un facteur qui va tout changer, mais mal manger pourra ralentir la récup et manger plus de fruits et légumes en plus d'avoir la dose de protéines va pouvoir potentiellement aider à ça. Ce n'est pas des miracles, mais ça fera jamais de mal de faire ça dans tous les cas. Donc ça, c'était pour la fatigue physique. Mais c'est une seule partie de la fatigue du marathon. Donc, certains vont vous dire, moi, je coupe pas parce que de toute manière, tout va bien. Ça, c'est ceux qui sont plutôt avantagés côté musculaire, qui ont des limites sur marathon qui vont être ailleurs. J'ai envie de dire, tant mieux si ça passe pour certains. Mais j'ai aussi envie de dire, ne faisons pas d'une exception une règle. Parce que pour la majorité, va y avoir une fatigue physique importante. On a parlé des muscles, mais on pourrait aussi parler des tendons qui ont encaissé les milliers de pas que va générer le marathon et qui ont besoin de récupérer. Les articulations aussi, bref, tout le corps a encaissé son poids pendant 42 km et un nombre inimaginable de foulées. Et ça laisse des traces. Même si on se sent bien, ça ne veut pas dire qu'on peut retourner courir, ou en tout cas, c'est souvent dans ce cas-là
où on se retrouve avec, par exemple, je reprends l'exemple d'Emeric M. Tonkiné, avec qui je discutais la dernière fois, qui lui est reparti courir trop tôt. Et simple, immédiat, il est sorti, il a commencé à courir et il a senti direct qu'il avait des douleurs, qu'il avait des petites douleurs qui n'étaient pas normales. Bon, il est kiné, donc j'imagine qu'il commence à bien connaître son corps et il a pu très rapidement se rendre compte qu'il n'était pas dans son état normal. Mais écoutez-vous bien si vous faites ça. Si vous ne m'écoutez pas et que vous voulez reprendre trop tôt, eh bien pensez-y quand vous sortez. Est-ce que vous avez les sensations normales ? Si ce n'est pas le cas, arrêtez tout de suite et rentrez à la maison parce que ça veut dire qu'il y a encore de la fatigue. Et ne vous mentez pas à vous-même, je pense que c'est important. Parce que bien souvent, quand on reprend trop tôt, il y a des conséquences qui sont soit de se blesser. Souvent, ça n'arrive pas tout de suite. Ça arrive souvent dans les 2-3 semaines qui suivent. La blessure, c'est un truc insidieux qui va des fois mettre du temps à s'installer. Et quand on force sur un corps qui n'est pas revenu à 100%, on augmente énormément les risques de blessure. Donc, ça serait vraiment dommage de repartir trop tôt de quelques jours pour se retrouver quelques semaines plus tard blessé et là reperdre énormément de temps sur sa progression. Et il y a un autre point qui est, je pense, trop souvent négligé, c'est que le contre-coup du marathon, il n'est pas que physique, il est aussi énormément psychologique. Parce que la prépa marathon, ça coûte extrêmement cher mentalement si on se donne à fond. Si on a fait une grosse prépa, on va être cramé mentalement. Et le marathon en lui-même, on ne va pas se cacher que lui aussi, mentalement, il est extrêmement drainant et que vous allez avoir donné votre maximum. Et ça, ça demande un repos, de ne pas en demander trop au corps pendant une bonne période derrière. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que oui, on va reprendre, mais il y a un moment où ce mental, il va nous manquer. Parce que quand on va être au cœur de séances difficiles, on ne va pas être revenu à 100% mentalement et on va avoir souvent un petit creux dans la prépa suivante. Et ce creux mental, quand il est dans des séances qui doivent être réalisées rapidement, pour de la progression, il va coûter cher. Donc, en gros, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de prendre le temps de dire « attends, je récupère sur tous les facteurs, qu'ils soient physiques ou psychologiques, et quand je reprends, je suis vraiment en reprise. Je vais vraiment pouvoir me redonner à fond. » C'est pour ça que moi, en général, j'aime bien prendre jusqu'à 1 mois qui est orienté récup. Ça ne veut pas dire que je fais rien pendant ce mois-là, mais pendant 1 mois, je ne suis pas sur un plan d'entraînement, à minima 3 semaines. Et qu'est-ce que je fais dans ces 3 semaines de reprise ? La première, généralement, il n'y a rien du tout. Donc soit rien de rien, mais évidemment, il peut y avoir un petit peu d'activité douce. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller marcher, par exemple. La marche, c'est une très bonne activité pour juste faire circuler le sang. Un petit vélo en mode balade, mais vraiment en mode balade. On n'appuie pas sur les pédales, on tourne juste les jambes et on se promène. Ou ça peut être une petite natation pour ceux qui ont l'habitude de nager et pour qui ça n'est pas un effort. Parce que là, si je me remets à nager après le marathon, moi je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça soit vraiment agréable parce que je n'ai pas nagé depuis des lustres. Ou ça peut être tout simplement la petite balade en famille. Ça fait du bien juste de bouger un peu. Mais grosso modo, pas de course. La première semaine, c'est 0 course. Et la deuxième semaine, après le marathon, là ça dépend. Si vraiment vous vous sentez bien, là vous pouvez reprendre par 2 petits footings de 20-30 minutes, 2-3 petits footings de 20-30 minutes selon votre habitude d'entraînement, mais il ne faut pas en faire trop non plus à ce moment-là. Moi j'aime bien que les 2 premières semaines elles soient vraiment relax, vraiment calmes et en soi, j'appelle ça reculer pour mieux sauter. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Parce que Marie pose une question et elle dit « Est-ce qu'on perd son niveau avec la récup du marathon ?» En fait, elle a bien posé la question parce qu'elle a même dit « Est-ce qu'on perd son niveau avec l'affûtage plus la récup du marathon ?» Eh oui. C'est dur d'arrêter justement parce qu'on se dit qu'on va perdre son niveau. Et c'est le cas. Mais vous avez choisi de faire un marathon et c'est le jeu du marathon. Parce que
si on regarde comment fonctionne la prépa marathon, eh bien on peut se dire que c'est la pire distance pour la progression. Tout simplement, rien que ça. Parce que le marathon, ça demande environ 3 semaines d'affûtage. On ne va plus être sur une phase de progression pendant les 3 dernières semaines avant le marathon. On va être sur une phase de maintien de la forme et de diminution de la fatigue. Donc ça, c'est 3 semaines déjà qui ne sont pas orientées sur la progression du coureur. Et comme je vous parle de 3 semaines pour la reprise, eh bien là aussi, on va avoir 3 semaines qui ne vont pas être orientées progression, ce qui fait 6 semaines au total. Et ça, c'est un minimum. Donc, admettons que vous fassiez 2 marathons dans l'année. Si c'est 6, 12, on est sur 3 mois de l'année où on n'est pas orienté progression. Clairement, le 10 km, pour ça, c'est une bien meilleure distance si on veut progresser au global. Parce que le 10 km, non seulement on peut en courir plusieurs de suite, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi une distance qui est bien meilleure dans les qualités qu'elle demande pour de la progression. Voilà, maintenant, est-ce que ça veut dire que je vous conseille de tous vous mettre au 10 km à la place du marathon ? Non, parce que ce qu'on cherche, c'est se faire plaisir, c'est le challenge du marathon. Et j'ai pu voir encore hier en me baladant sur la ligne d'arrivée à quel point c'était une satisfaction, une fierté, une émotion d'être sur la ligne d'arrivée du marathon et de voir les coureurs réussir à finir cette distance. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. On est des amateurs, on n'est pas uniquement orienté progression. Et il n'y a pas cette même émotion à la fin d'un 10 km. D'ailleurs, à la fin d'un 10 km, tout le monde est en train de crever, mais pas la même chose que sur un marathon. À la fin d'un marathon, oui, on est mort, mais avec l'émotion de la réussite de ce challenge. Et je ne peux que conseiller à ceux qui ne l'ont pas fait d'essayer un jour, parce que je pense que, comme on le dit, oui, c'est une distance à part pour ça. C'est un défi à part entière. Et j'ai adoré le vivre de l'extérieur et à la fois de l'intérieur, parce que j'ai pu être sur la ligne d'arrivée ce week-end. J'ai même pu y passer 3 fois, puisque j'ai accompagné 3 coureurs au passage de la ligne d'arrivée. Et vraiment, j'ai adoré ça. Voilà, donc très très cool de suivre tout ça. Maintenant, concrètement, une question de Jérém que j'ai bien aimée qui me demande: est-ce que l'app Campus prend en compte la récup post-course ? Alors, attention, petite précision, oui, elle prend en compte la récup post-course, mais après la fin d'une compétition préparée. Donc là, pour tous ceux qui viennent de faire le marathon et qui s'inscrivent sur l'application Campus, elle ne peut pas prendre en compte la récup, puisque ça arrivera uniquement à la fin de votre prochaine compète, donc à la fin du prochain marathon que vous ferez, ou du prochain 10 km. Oui, maintenant, la récupération est inclue dans l'entraînement, parce qu'on pense que c'est hyper important. Donc tout ce que je vous dis là, vous allez pouvoir le voir sur Campus. Vous aurez potentiellement récup active ou rien la semaine post-marathon. Et ensuite, on reprend la course très progressivement. Tout ça, on va vous accompagner là-dessus. Et du coup, il y a eu pas mal de questions sur le sujet. Est-ce que je peux faire du vélo, de la natation, du yoga ? Bon, je pense que j'y ai répondu. Oui, mais tout en douceur. On y va vraiment très 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 doucement. C'est juste histoire de se bouger un petit peu. Et c'est optionnel si vous avez envie de rien faire sur cette semaine-là, comme moi, généralement après un marathon, eh bien vous faites rien et ça ne posera pas de soucis. Donc ne vous prenez pas la tête, c'est la seule période de l'année où on va vous dire que rien faire, c'est autorisé. Et autre question concrète, est-ce que les étirements permettent de soulager les courbatures ? Non. Voilà, c'est dit. Surtout que pour beaucoup, je le disais, c'est bien plus que des courbatures. C'est des fibres musculaires qui sont rompues, qui sont cassées, et au final, tirer sur des fibres musculaires qui sont cassées, ça ne va pas les réparer. Donc la méthode de récup, la seule qui existe, eh bien, c'est d'attendre. Parce que, comme je le disais, le corps sait faire, il va réparer. Donc si vous attendez bien pour pouvoir reprendre, et que vous mangez correctement, et que vous dormez correctement, parce que beaucoup de choses de la récup se passent pendant la nuit, eh bien tout ça, c'est un combo magique. Vous prenez le temps, vous mangez bien et vous dormez, et en une semaine, vous serez en partie réparé. Voilà, tout simplement. On a une belle machine, il faut juste l'utiliser. Et du coup, eh bien, dans cette période post-marathon,
il y a quelque chose que vous pouvez faire qui est intéressant, et bien c'est d'analyser. Tout de suite, vous analysez et surtout vous relativisez votre perf pour ne pas être déçu de ce que vous avez fait. Et l'analyse permet de comprendre aussi qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, et de pouvoir mieux vivre un échec par exemple, ou de relativiser une victoire et de se dire ok, c'était bien, mais je pense que je peux encore faire mieux en améliorant ça, ça ou ça. Et du coup, la récup, pas d'excuse pour ne pas le faire puisque vous avez tout le temps de le faire. Si je donne des petites excuses à ceux qui ont fait le marathon de Paris hier, bon, alors déjà, le parcours est vallonné, ça c'est pas nouveau. Personnellement, je trouve toujours que il est vraiment pas facile, le parcours du marathon de Paris, surtout avec sa petite côte au 40e kilomètre de course qui tabasse vraiment les jambes. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ça, c'est un classique. On s'est inscrit à ce marathon-là. Le parcours, il n'a pas changé. Donc, voilà, ça en fait partie. Je pense, comme je le disais en intro la semaine dernière, qu'il y a un bon 2 minutes par rapport à un autre parcours. Mais le facteur qui, pour moi, a pas mal joué hier, et je l'ai vu beaucoup, j'ai vu beaucoup de coureurs qui étaient trempés au final sur le parcours, c'est que ils faisaient déjà 18-19 dès le début de la course pour beaucoup, parce que beaucoup sont partis à 10h30, 11h, 11h30, et du coup ils faisaient déjà 18-19, et j'ai vu un taux d'humidité qui était proche des 70%, donc en avril, tout ça c'est beaucoup. Il ne faut pas se le cacher, et moi même en suiveur, du coup sans courir toute la journée, je suis resté en t-shirt sans aucun problème toute la journée. Et dès que je me mettais à courir, j'étais très rapidement humide. Donc bref, je vous le dis, pour ceux qui ont explosé, prenez en compte ce facteur qui peut clairement avoir joué parce qu'on sort de l'hiver. On n'a pas eu énormément de journées pour s'adapter à ça. Et du coup, ça a un impact important. Donc voilà, de penser à ça quand vous analysez votre course pour ne pas vous chercher quelque chose qui n'est pas forcément en votre maîtrise. Donc ça, c'est un facteur externe. C'est comme ça, on le sait, les jours de course, ça peut arriver. Donc ça joue sur la performance, surtout si vous avez l'habitude d'avoir des problèmes avec la chaleur, comme ça peut être le cas pour moi. Maintenant, ne vous reposez pas uniquement là-dessus. Prenez le temps d'analyser ce qui n'a potentiellement pas été comme il fallait pour vous. Ça peut être du côté mental. Est-ce qu'il y a eu des moments compliqués ? Comment vous avez réagi dans ces moments-là ? Essayez de vous retracer un petit peu le fil de la course pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette course. Le principal, c'est ça. Sur tous les aspects, vous voulez essayer de vous remettre le film complet pour pouvoir analyser kilomètre par kilomètre tout ce qui a pu se passer et qu'est-ce que vous avez pu manquer ou qu'est-ce que vous pourriez améliorer sur cette course. Si on parle de mental, il y a deux versions. Quand on commence à douter, parce que le doute il arrive toujours sur un marathon, il y a un moment où on peut voir le verre à moitié vide. Ça, je m'en rappelle très bien au marathon de Valence, kilomètre 27, quelque part par là. Je commence à me dire que je tiendrai jamais parce que ça fait 10 km quasiment que j'ai mal aux jambes. Je commence immédiatement à ralentir. On tombe dans la prophétie autoréalisatrice que Tristan nous a bien amenée sur campus. Dire si je commence à croire que je ne vais pas y arriver, instantanément, ça ralentit et je ne vais pas y arriver en effet. Donc à l'expérience à Valence, je me suis remis de l'autre côté de la barrière et je me suis remis à voir le verre à moitié plein en mode on prend ça kilomètre par kilomètre et on verra bien. Et j'ai mal, mais je l'accepte. Mais c'est très... vous pouvez potentiellement être tombé de ce côté-là, du côté verre à moitié vide, tôt dans la course, ou dès que l'occasion s'en est présentée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter et se dire comment je fais la prochaine fois pour, avec cette expérience, me dire non, je ne tomberai pas dans ce piège à la prochaine course et j'essaye de trouver une stratégie pour contrer ça. Après, évidemment, ça peut être... il faut aussi analyser son physique. Est-ce que vous avez eu des douleurs handicapantes pendant la course ? Est-ce qu'il y a une faiblesse que vous avez trouvée et qui vous empêche d'aller plus vite ? Essayez de creuser sur le pourquoi, essayez de comprendre quand est-ce que c'est arrivé, comment c'est arrivé. Est-ce que vous l'aviez aussi pendant les entraînements ? Est-ce que c'est arrivé juste le jour de la course ?
S'il y a besoin, et même s'il n'y a pas besoin d'ailleurs, allez voir un kiné. Je pense que c'est bien pour en parler et comprendre en fait, parce qu'il va pouvoir, en discutant avec vous, essayer de comprendre ce qui peut se passer dans votre corps et vous expliquer quelle est la cause, qui n'est pas souvent celle qu'on imagine nous. Donc allez voir un professionnel, c'est le meilleur moyen pour comprendre ce qui se passe dans son corps et pour améliorer. Parce que comprendre ce qui se passe, comprendre, c'est améliorer. Et du coup, sur tous les détails que vous noterez, là on a parlé de mental, on a parlé de physique, évidemment on pourrait parler de nutrition aussi, mais sur tous les sujets, eh bien, s'il y a quelque chose que vous avez noté qui pourrait être amélioré, eh bien, ayez un plan d'action pour améliorer ça et pour que la prochaine fois, ça ne soit plus un problème. Parce que ne rien faire, c'est avoir l'assurance que la prochaine fois, ça sera un nouveau un problème. Parce que quand on n'essaye pas de s'améliorer, forcément, à la fin, on retrouve les mêmes problèmes. Le fait est que pourquoi les gens qui réussissent leur marathon, et bravo à ceux qui ont réussi le premier, je suis fier de vous. Franchement, c'est loin d'avoir été... Ouh là là, ça n'a pas du tout été mon cas, on va le faire comme ça. Donc, je suis fier de ceux qui ont réussi ça, notamment ma petite sœur, qui a fait son marathon en 4h2,50 pour un premier, qui serait sûrement passé sous les 4 heures si le parcours était moins rempli au marathon de Paris, parce qu'en fait, c'est compliqué de doubler. Donc ça aussi, pour ceux qui analysent leur course, à Paris, si vous avez dû slalomer entre les coureurs qui n'avançaient plus, ou que vous êtes parti trop tard dans votre sas et que vous avez slalomé dès le début, comme Nassim l'année dernière, ça coûte de l'énergie. Et cette énergie-là, vous ne l'avez plus à la fin de la course. Donc, ne l'oubliez pas non plus. Paris, c'est très bien, mais quand on est au cœur du peloton, on dépense pas mal d'énergie parfois, surtout quand on est dans un bon jour, parce que quand on est dans un bon jour, on va plus vite que les autres et on doit doubler énormément de monde. Donc, n'oubliez pas ça. Et je suis sorti de ce que je disais. Je parlais d'avoir un plan d'action pour améliorer le prochain. Ah oui, l'expérience. L'expérience des marathons, c'est quelque chose d'inimaginable à quel point c'est important. Donc, même si vous n'avez pas réussi votre premier comme vous le vouliez, ou votre deuxième, ou votre troisième, ou votre quatrième, en fait, dites-vous qu'à chaque marathon, si vous améliorez des petits détails, que vous comprenez des choses et que vous les corrigez, au bout de quelques marathons, vous allez devenir indestructible. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je suis indestructible, mais avec 8 marathons dans les pattes, j'ai tellement d'expérience de cette distance que la majeure partie des erreurs que j'ai fait au début me semblent totalement triviales et je sais que je ne les ferai plus jamais parce que c'est acquis, c'est dans ma tête, je sais ce que je dois faire et du coup ça donne beaucoup plus de chances de réussir sa course ou en tout cas de ne pas se prendre un gros mur parce que on a juste l'expérience de tout ça et l'expérience c'est vraiment quelque chose de très important. Moi, je repense là tout de suite à Ariane, avec qui j'ai fini le marathon, qui était à son 3e et qui a vraiment très bien couru. Mais, il y a eu un petit mais, c'est qu'au niveau ravitaillement, on a testé une stratégie un peu plus agressive que sur ses marathons précédents. Et du coup, ça lui a donné envie de vomir dès le 30e et ça l'a accompagné jusqu'à la fin de la course. Donc, elle aurait sûrement pu aller plus vite si ce petit paramètre avait été mieux géré, mais il ne faut pas se dire que c'est négatif. Il faut se dire, ok, j'ai appris quelque chose, j'ai encore testé, ça n'a pas été comme je voulais, et sur la prochaine course, sur ma prochaine prépa surtout en fait, je vais tester différemment, je vais essayer encore une fois d'améliorer pour trouver la recette parfaite de mon ravitaillement, qui je le rappelle, est très individuel. Nous sommes tous différents face au ravitaillement, donc il faut trouver sa propre recette. Celle du voisin ne marchera pas forcément pour nous. Donc voilà, l'apprentissage du marathon se fait par en courir, améliorer des choses, des détails, de prépa en prépa, et ensuite, quand on en a couru 3, 4, 5, on a l'expérience de tout ça, et ça devient, alors pas facile, mais on a beaucoup plus de chances de réussir ces marathons, parce qu'on a toute cette vision globale de la distance. J'espère que c'est clair pour vous, que ça vous parle. Et on va finir ce petit podcast par une partie Q&A. J'ai déjà répondu à quelques questions au fur et à mesure,
mais j'en ai pris d'autres qui m'ont été envoyés sur Insta et je vais y répondre tout de suite. J'ai pas couru de marathon, mais je sais pas pourquoi, je suis essoufflé sur ce podcast. Je sais que je parle tout seul et que assez logiquement c'est plus difficile, mais d'habitude j'ai pas cette impression-là. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis essoufflé à vous parler. Je reprends mon souffle, c'est vraiment, j'ai l'impression de courir mon marathon aussi. Bref, parenthèse terminée. Il y a eu plusieurs questions qui sont venues sur les ampoules et les cloques. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des ampoules et des cloques, des grosses ampoules souvent après le marathon? Eh bien, allez taper ampoule running addict sur Google. Vous trouverez un article là-dessus qui sera bien mieux que si j'essaye de vous donner des conseils là, parce que j'avais fait des petites recherches à l'époque pour faire cet article. Donc, vous trouverez tout à cet endroit. Maintenant, une question sur le premier marathon. Je suis perdu après mon premier marathon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, c'est vrai que le premier marathon, quand on le termine, c'est tellement un achievement, une réussite que bien souvent, on n'a pas pensé à l'après. Parce que on se dit déjà, si j'arrive à faire ce premier marathon, ça sera énorme. Et là, c'est le moment. Et c'est comme on le disait tout à l'heure, il faut récupérer, évidemment, mais il faut se mettre un autre objectif. Et c'est pas obligé d'être la quête du toujours plus. Ça, c'est important. C'est pas parce que vous avez couru un premier marathon qu'il faut absolument courir des marathons à partir de maintenant. Ou qu'il faut faire encore plus. Je voyais ce matin sur le triathlon qu'il y a une nouvelle distance qui s'est lancée. Il y avait du DK Ironman, du double DK. Enfin bref, on va dans le toujours plus loin. Et perso, je me pose la question du pourquoi. Mais on peut aller plus loin. On peut se dire, je vais aller faire un 100 km ou aller faire du trail. Mais on peut aussi se dire, je vais revenir sur du semi-marathon parce qu'en fait, j'adore cette distance. Ou j'ai envie de progresser en vitesse, je vais aller me faire du 10 km. Ou alors, je ne fais pas de compétition du tout. Parce que là, on arrive au printemps, on va avoir l'été, j'ai envie de profiter de la belle saison et c'est tout. Je ne me mets pas de pression de compétition à ce moment-là. Je vais juste m'entraîner, garder ma forme, potentiellement améliorer mon endurance. Si vous êtes sur le campus, vous avez le choix là-dessus. Et voilà, pas de stress là-dessus, mais décidez-vous de ce que vous avez envie de faire dans les prochains mois. Ça vous donnera un cap de quelque chose. Justement, si on planifie un prochain marathon, vous êtes là, vous avez fait ce marathon et vous dites, j'aime cette distance, je ne l'ai pas forcément réussi comme je voulais, mais je veux refaire un marathon. Eh bien, oui, vous pouvez, mais pas trop proche. Attention, le marathon, comme je le disais, c'est une distance qui prend du temps à récupérer, du temps à préparer aussi, et je recommande pas plus de 2 marathons par an pour le coup. À titre perso, je trouve que plus que 2 marathons par an, c'est dur. Parce que le marathon, c'est dur. Et du coup, ça peut vite être contre-productif de vouloir faire plusieurs marathons par an. Surtout si vous voulez, par exemple, faire un autre marathon à Paris qui aurait lieu au mois d'août parce que vous avez eu la chance d'être tiré au sort, eh bien, le marathon pour tous, il est le 11 août, je crois. Là, on est le 9 avril à l'heure où j'enregistre, donc il reste avril, mai, juin, juillet. Il reste 4 mois avant le marathon pour tous. Eh bien, vous avez le temps. La bonne nouvelle, c'est que vous avez quand même du temps. Ça ne sera pas la prépa parfaite, mais de toute manière, le marathon pour tous, ça ne sera pas un marathon pour faire des records, parce que le parcours n'est pas facile. Il sera en été, il fera chaud, et ça sera de nuit, donc un petit peu déroutant. Donc, mon conseil, c'est de ne surtout pas rusher, de ne surtout pas vouloir accélérer la récup. Prenez votre temps. Pour tout ce qu'on s'est dit avant dans ce podcast, prenez le temps de bien récupérer, c'est le plus important, sinon vous allez le payer à un moment ou à un autre. Allez, petite anecdote, je repense à quelqu'un qui est venu me voir sur le salon, qui courait le marathon de Paris le dimanche. C'était son premier marathon. Jusque-là, très bien. Après, il me dit, je vais faire le marathon de Chicago en octobre. Je fais les petits calculs. Très bien, il n'y a pas de problème. Au final, ça laisse le temps de récupérer et de repartir. Mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose et que c'était pas fini. Et il me dit, j'ai aussi été tiré au sort pour le marathon pour tous.
Là, ça se complique parce qu'on a 4 mois entre le marathon de Paris et le marathon pour tous. Et après, on a à peine 2 mois entre le marathon pour tous et Chicago. Et là, clairement, j'ai pas su quoi lui dire. Il m'a dit, mais comment je fais pour préparer ça ? Est-ce que je peux faire le marathon pour tous en sortie longue ? Alors, un marathon en guise de sortie longue, si vous appelez Kipchoge, ça fonctionne parce que ça va vous faire un petit 2h20, 2h30 de sortie longue si vous y allez tranquille. Mais si vous êtes comme moi et comme tous qui écoutez ici, j'imagine, un marathon, ça n'est pas une sortie longue. C'est beaucoup trop long pour être une sortie longue. Donc, je ne sais pas quoi répondre. Personnellement, je ne permets pas ça. Et j'ai eu une autre question d'ailleurs dans Insta de Kev Ticket qui disait « Deuxième marathon dans 7 semaines après Paris, qu'est-ce que je fais ?» Moi, ma réponse, c'est tu demandes à quelqu'un d'autre parce que j'ai pas la réponse à ça. Peut-être qu'il y a des coachs qui savent faire ça et qui le recommandent. Nous, sur campus, c'est non. On préfère dire désolé. On va pas t'envoyer dans le mur en disant oui, t'inquiète, on va essayer de te faire un truc. Au final, on préfère dire non et je ne vous recommande vraiment pas d'enchaîner des marathons. Ça se fait, il y a des coureurs qui le font, mais au global, ça ne passe pas pour tout le monde. Voilà. Donc, si vous le faites, j'ai rien contre vous, mais je n'ai pas du tout la méthode pour pouvoir le recommander, en tous les cas de mon côté. Et quelque chose de plus terre à terre, quelqu'un qui me demande, j'ai un 10 km le 2 mai, quand est-ce que je reprends et comment je m'entraîne d'ici là ? Le 2 mai, si on fait les calculs, c'est dans 3 semaines. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas le temps de faire un cycle d'entraînement intense pour préparer ce 10 km. Donc, moi, je dirais prio à la récup. On prend les 2 semaines vraiment orientées récup, comme je le disais, et éventuellement, la semaine avant le 10 km, le mardi, une petite séance un petit peu intense, mais c'est juste histoire de remettre un petit peu de vitesse dans les jambes. On va pas faire de séance de fou parce que de toute manière, ça ne servira à rien, on n'aura pas le temps de vraiment s'y préparer. Moi, en général, j'avais l'habitude au Québec de me faire un petit 5 km 3 semaines, 1 mois après le marathon parce qu'il tombait toujours, il était à côté de chez moi et il tombait toujours là et j'y allais sans prépa et en général, ça donnait pas grand-chose. Mais je sais que certains, après les marathons, 3-4 semaines après, ils ont un petit regain de forme qui leur permet de performer sur du court. Moi, ça m'est jamais arrivé en tout cas. Mais je vous le souhaite si vous avez une petite compète de 10 km qui arrive dans pas longtemps. Et pour finir, je crois que je l'ai déjà dit un petit peu plus tôt dans le podcast, mais est-ce qu'il est intéressant d'aller voir un kiné même si on n'a pas de douleur ? Alors, pour moi, la réponse est oui. Alors déjà, la story, je l'ai postée lundi matin, donc peut-être qu'il n'y a pas de douleur et qu'elles vont arriver après. Les courbatures, elles peuvent arriver jusqu'à 48-72 heures après dans leur intensité et potentiellement les tendons, les articulations, il y a des trucs qui peuvent arriver un petit peu après aussi. Mais oui, dans tous les cas, je pense que mieux vaut prévenir que guérir. Aller faire un petit check-up avec son kiné, vérifier que la machine est bien huilée ou qu'il puisse en fait voir quelles sont les tensions que le marathon aurait pu laisser. Eh bien, votre kiné, ça va lui permettre de mieux comprendre votre corps et de vous dire « Ah, là, je repère que le marathon sur toi, ça fait ça. » Et du coup, je te conseille de faire un petit peu plus de cet exercice de mobilité ou cet exercice de renforcement et tu verras que ça risque de t'aider un peu. C'est un peu ça, ce qu'on veut faire avec son kiné, c'est avoir une petite routine de réflexion aussi de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et prévenir les problèmes et maximiser la performance aussi, parce que les deux vont de pair à chaque fois. Voilà, il est 18h46, je vais pouvoir aller courir maintenant. Je vais vous laisser avec ça, les amis. J'espère que ça vous a intéressé, ce petit épisode sur la récup. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine avec un nouvel épisode du podcast. Et en attendant, je vous souhaite bonne récup de votre marathon. Reposez-vous bien. Et pour tous ceux qui sont en prépa pour autre chose et qui ont écouté jusque-là, entraînez-vous fort. Ciao!